Merci beaucoup pour cette magnifique présentation, intimidante, ma foi, très intimidante. Merci à vous tous et toutes qui êtes venus ce soir pour participer à cette leçon inaugurale. Je voudrais aussi remercier en particulier Monsieur le professeur Calogero Conti, le recteur de l'Université de Mons, Monsieur le professeur Marc Demeuse, vice-recteur de l'enseignement, le professeur Bruno Delièvre, qui est vice-doyen de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. Je voudrais aussi remercier les membres de la direction scientifique de la chaire Franqui, qui m'ont fait le grand privilège et le grand honneur de m'inviter pour cette série de conférences. Je voudrais aussi, bien entendu, remercier Damien Canzitou pour tout ce qu'il a fait, et notamment pour cette splendide introduction. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir vous dire, parce que j'ai l'impression qu'il a déjà tout dit. Donc, ma foi, je vais peut-être mettre quelques notes de bas de page pour continuer. Et puis, bien entendu, Anne Sénéchal, qui a organisé concrètement les choses, ainsi que Fanny Merchez, qui a fait des films dont j'ai déjà pu apprécier la qualité. Je voudrais aussi avoir une pensée aujourd'hui pour un certain nombre de collègues belges qui ont joué un rôle important dans ma carrière. Par exemple, Damien Canzitou a évoqué ma thèse, mais ma thèse, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'elle a été dirigée par un professeur belge qui s'appelle Paul de Minter, que certains d'entre vous connaissent peut-être son nom parce qu'il a été l'un des créateurs de la FUNOC à Charleroi. Par ailleurs, il y a un certain nombre de collègues belges qui sont devenus des amis, des personnes avec lesquelles je parle régulièrement ou qui ont joué un rôle, comme je vais vous le dire par la suite, dans l'évolution un peu des idées que j'ai pu développer. Je voudrais citer notamment le professeur Raoul Van Esbroek de la VUB, l'Université néerlandophone de Bruxelles, le professeur Pierre Salengro, avec lequel j'échange régulièrement, Jean-Paul Bronnen de l'Université de Liège, et il y a certainement tout un ensemble d'autres noms que j'oublie actuellement et je leur demande de bien vouloir m'excuser pour cet oubli. Donc, comme cela vient de vous être dit, il y a toute une série de conférences. Je ne vais pas répéter le titre des conférences puisque Damien vient de le faire. Et toutes ces conférences s'orientent vers ce qui me semble être la question fondamentale finalement à laquelle j'aimerais réfléchir avec vous. Quelles interventions d'accompagnement à l'orientation construire pour aider les individus et les collectifs à faire face aux menaces pesant sur notre écosystème et aux problèmes liés à l'avenir des formes actuelles de travail. Donc voilà la grande question qui va être sous-jacente à l'ensemble des exposés que je vais vous présenter donc d'ici le 1er mars. Pour l'exposé d'aujourd'hui, je l'ai organisé dans une perspective historique, en traitant successivement de 4 questions. Pourquoi des interventions visant à accompagner les individus dans la construction de leur vie active sont-elles apparues à un moment donné? C'est la première question dont je vais parler. Ensuite, je vais traiter la question suivante. Quels facteurs déterminèrent leur évolution? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé, que ça a évolué au cours du XXe siècle? Troisième question, quel est l'état actuel de ces interventions d'accompagnement à l'orientation et des recherches dans ce domaine? Et enfin, dernière question, dans quelle direction conviendrait-il de s'engager maintenant? Alors, pourquoi des interventions visant à accompagner les individus dans la construction de leur vie active sont-elles apparues à un moment donné? On peut noter que ces interventions apparaissent donc à la fin du XIXe siècle et qu'elles connaissent un développement relativement important à partir du début du XXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1920, ces interventions commencent à prendre une place notable. Alors, voici quelques dates, à mon avis, qu'on peut retenir dans cette histoire, dans cette brève histoire. En 1881, paraît aux États-Unis le premier ouvrage important dans ce domaine. C'est un ouvrage signé de Lysander Salmond Richards. Cet ouvrage s'appelle Vocofi,
The New Profession, a system enabling a person to name the calling or vocation one is best suited to follow. Alors, l'idée de Richards, c'est de développer une nouvelle profession qui s'appuie sur une nouvelle science, la science de la vocation. Et sur le modèle du terme philosophie, cette science de la vocation, il l'appelle vocophie. Donc, si le livre de Richards avait eu du succès, nous ne serions pas des conseillers d'orientation, nous serions des vocophes. Mais son livre n'a pas eu énormément de succès. Le premier livre qui a eu un véritable succès dans notre domaine, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est celui de Frank Parsons, qui est paru donc une année après sa mort, qui s'appelle Choosing a Vocation. Parmi les dates importantes, on peut noter aux États-Unis, toujours, puisque les États-Unis ont été pionniers dans ce domaine-là, la conférence d'octobre 1913 à Grand Rapids, dans le Michigan, qui est un congrès où est fondée la National Vocational Guidance Association, qui est devenue la National Career Counseling Association. C'est une conférence très importante. De nombreuses personnalités y assistent, notamment George Herbert Mead, vous savez, celui qui va écrire le livre « L'esprit, le soi, la société », qui a été un livre extrêmement important en psychologie sociale. Et ça a aussi été un lieu de débat sur lesquels je reviendrai par la suite, mais de débat sur les finalités, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on fait ça, dans quel but, politique, économique, social, etc. En Europe, il y a un pays pionnier dans le domaine de l'orientation, c'est la Belgique. La Belgique a été vraiment le pays le plus en avance dans le domaine de l'orientation au XXe siècle. Ceci grâce à la figure de Arthur Guillaume Christians, dont vous avez la photographie à gauche, qui a été soutenu par Ovide de Crowley, et ils mirent en place en 1912 le premier office d'orientation professionnelle du continent. Christians a eu une activité extrêmement importante. Il a publié de nombreux articles, de nombreux différents livres, et il a créé surtout une revue qui a duré plusieurs décennies. Parmi le livre peut-être le plus connu, celui qui a connu le plus de rééditions, c'est celui de 1921, Une méthode d'orientation professionnelle, théorie et pratique. Et puis surtout, donc, en plus de la revue qu'il a créée, le bulletin trimestriel de l'Office intercommunal pour l'orientation professionnelle des jeunes gens et des jeunes filles de l'agglomération bruxelloise, il a eu un souci de vérification. Il s'est demandé si ce qu'il faisait, finalement, ça servait à quelque chose. Et il a fait une des premières études systématiques dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il a essayé de retrouver 5 ou 6 ans après leur consultation d'orientation, ce qu'étaient devenus ceux qui avaient bénéficié d'une consultation d'orientation. Et donc, il a publié un article fort intéressant de 1928. Alors, je le résume en 2 lignes, là, mais il est beaucoup plus long que ça. En gros, il observe que sur les 392 consultations qu'il a pu suivre, eh bien, dans 85% des cas, le pronostic a été confirmé. D'autres pays, alors peut-être que ce que je peux vous dire aussi, c'est qui était un peu ce Christians, parce que finalement, dans les débats qui ont eu lieu autour de l'orientation, il a eu une place très importante. Tellement importante d'ailleurs que quand il est décédé, l'inspecteur général de l'orientation en France, en 1937, il décède, Christian, donc l'inspecteur général de l'orientation en France, celui qui chapeaute tous les conseils d'orientation, écrit un texte dans lequel il écrit « Les conseillers d'orientation français ont perdu leur père ». Donc vous voyez, il a été considéré comme le personnage clé qui a donné le là, si j'ose dire, à ce qui s'est passé en France dans les années, on va dire, 25 et 30. Pour Christians, la consultation d'orientation professionnelle doit mettre en œuvre toutes les méthodes que peut lui fournir la science, et en particulier les tests. Donc la consultation d'orientation utilise les tests. Mais, alors pourquoi utiliser les tests? Pour éviter les stéréotypes, les préjugés, de placer les gens en fonction des impressions qu'on peut avoir. Mais ça ne suffit pas. C'est un humaniste. Et il dit les tests, c'est un élément d'information important, mais il faut tenir compte de tout ce qui détermine la situation du jeune, c'est-à-dire ses attentes, les attentes de la famille, ce qu'en pensent ses instituteurs. Christian, c'était un instituteur, c'est un directeur d'école. Il a commencé l'orientation au moment de sa retraite, c'était son activité de retraité, l'orientation.
Et il faut tenir compte de tout ça pour pouvoir donner un conseil avisé. Par conséquent, le métier de conseiller d'orientation est un métier très qualifié. On ne peut pas envoyer sur le terrain des gens qui n'ont pas une formation très qualifiée. Donc il dit qu'il faut faire attention, on ne peut pas ouvrir des offices d'orientation comme ça si on n'a pas le personnel. Il faut déjà avoir le personnel. Résultat, il va mettre en place, vous allez mettre en Belgique, la première formation professionnelle de conseiller d'orientation. Et ça va s'ouvrir donc à l'Institut de hautes études de Belgique à Bruxelles, à l'Université du travail de Charleroi et à l'Institut d'hygiène de Mons, où on va délivrer donc le premier certificat d'aptitude à la fonction de conseiller d'orientation professionnelle à partir de 28. En Suisse, il y a quelqu'un dont vous connaissez sans doute le nom parce que son nom est plus connu que celui de Christians, c'est Claparède parce qu'il était très connu dans le domaine de la mesure des aptitudes, notamment de la psychotechnique, etc. Il va créer donc un institut d'orientation en 1918. Il va organiser surtout en 1920 la première conférence internationale de psychotechnique appliquée à l'orientation professionnelle. C'est ce qui est devenu aujourd'hui l'International Association of Applied Psychology. Donc c'est l'origine de la plus grande association mondiale de psychologie appliquée qui naît au sein des questions d'orientation. Il y a 16 représentants de 7 pays d'Europe. La Belgique est très bien représentée, 2 représentants. Ni l'Allemagne, ni le Royaume-Uni ne sont représentés à cette conférence. Mais l'année suivante, Claparède, toujours, organise à nouveau une conférence, pardon, je vais dans le mauvais sens, toujours une conférence internationale, cette fois qui va attirer beaucoup plus de monde. Elle a lieu en Espagne, mais je devrais peut-être dire en Catalogne d'ailleurs, parce que ce sont des Catalans qui sont à l'origine de cette conférence. Donc vous pouvez trouver les actes de cette conférence sur Internet. Et il y a à nouveau une présentation. Donc là, il y a beaucoup plus de congressistes qui sont présents, et notamment des congressistes qui viennent des États-Unis, d'Allemagne, d'Angleterre, qui assistent à cette conférence et qui communiquent. Christians fait une très longue... Alors c'est un personnage important à l'époque, il fait une très longue conférence, et dans sa conférence, il l'illustre par toute une série de photographies qui montrent comment on procède à Bruxelles pour faire des consultations d'orientation professionnelle. Je vous en ai mis une là où c'est un test d'endurance qu'on fait passer à un pauvre jeune homme pour savoir s'il va pouvoir résister aux conditions de travail qui seront les siennes par la suite. Alors en France, la situation est un peu différente. En France, d'abord, on est en retard, puis par rapport au pays que je viens d'évoquer, et ça commence à la Chambre des métiers de Bordeaux, de la Gironde. C'est un ingénieur qui s'appelle Fernand Mauvezin, qui est le directeur de la Chambre de métiers de la Gironde, qui ouvre un service d'orientation et qui va publier en 1922 une méthode d'orientation, la Rose des métiers, traité d'orientation professionnelle, qualité et aptitudes nécessaires à l'exercice de 250 métiers différents et défauts rédhibitoires. On va voir que sa fille, Louise, va publier 3 ans plus tard une rose des activités féminines. Je souligne bien la petite différence. Les hommes ont des métiers, les femmes ont des activités. Et on va voir un peu tout ce qu'il y a derrière cela pour l'orientation professionnelle des jeunes filles vers les métiers ménagers et hôteliers, les métiers manuels et commerciaux, les carrières administratives, les carrières de l'enseignement, les professions libérales et sociales. Et elle organise en 1926 à Bordeaux un congrès international sur la question de l'orientation des filles et des femmes. À Paris, les choses vont arriver encore un peu plus tard. C'est sous l'impulsion d'un psychiatre, Édouard Toulouse, un psychiatre, un homme très médiatisé. C'était, pour dire les choses très vite, Édouard Toulouse, c'était un homme qui écrivait dans les journaux, qui parlait à la TSF. À l'époque, ce n'était pas si courant que ça. C'était, si vous voulez, pour vous donner une idée, le Bernard-Henri Lévy de l'époque. Et plus ancré à gauche que Bernard-Henri Lévy, voilà pour vous donner. Donc, Édouard Toulouse va, sous son impulsion, va être créé à Paris l'Institut national d'orientation professionnelle, qui deviendra par la suite l'Institut national d'études du travail et d'orientation professionnelle. Et c'est donc un institut, comme on vous l'a dit, chargé de former les conseillers d'orientation et de développer des recherches dans ce domaine. Le premier directeur sera Henri Pierron.
Alors, pourquoi ces interventions se développent-elles à ce moment-là, donc finalement en Europe au début du XXe siècle, aux États-Unis dès la fin du XIXe siècle? Je crois que l'émergence de ces interventions s'explique par les profondes transformations qu'ont connues les sociétés qui s'industrialisaient dans le cadre d'un système économique libéral. Le principe fondamental du système économique libéral, comme vous le savez, a été décrit dès 1776 par Adam Smith sous l'appellation de main invisible. C'est l'idée que, finalement, les individus qui poursuivent leur intérêt particulier concourent d'une certaine manière, malgré eux, mieux au bien commun que si, finalement, on leur demandait de concourir au bien commun. Autrement dit, c'est le modèle fondamental de la cité, de l'économie libérale, à savoir, laissons chacun poursuivre ses intérêts particuliers, le bien commun se réalisera automatiquement compte tenu de la poursuite par chacun de ses intérêts particuliers. Cela se passe dans les mêmes années où il y a un développement industriel important qui va se mettre en place. Par exemple, James Watt dépose les brevets pour sa machine à vapeur à peu près la même année où Adam Smith publie son livre, donc An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Alors ce principe de la main invisible, joint à la formation de ces industries nouvelles, à la mécanisation progressive de tous les domaines de production, eurent des conséquences extrêmement importantes sur les sociétés. Ça a produit une transformation considérable des sociétés qui s'industrialisaient. Par exemple, un nouveau type de charrue a été mis au point dès 1829, la faucheuse mécanique apparut, et dès la deuxième partie du XIXe siècle, on assiste à un exode rural extrêmement important. Autrement dit, le nombre des paysans diminue de manière, ou des employés agricoles diminue de manière considérable. Les communautés de fabrication familiales, artisanales, ou de très petites entreprises qui étaient régies par des règles de fonctionnement strictes relatives à la manière de procéder, de fabriquer, d'échanger, de vendre. Les guildes de professionnels, par exemple, les communautés de professionnels vont disparaître. On parle, par exemple, en France très souvent des révoltes des canuts à Lyon, c'est-à-dire de la disparition des maîtres tisserands de la soie qui sont devenus immédiatement, à la suite de la mécanisation de la fabrication de la soie, des ouvriers très mal payés dans des grandes entreprises. Beaucoup de travailleurs se retrouvèrent dans la misère ou dans des situations économiques très précaires et un certain nombre d'entre eux émigrèrent vers l'Amérique, souvent du Nord ou du Sud. Donc, les nations, en même temps qu'elles s'industrialisaient, sont passées d'un type d'organisation fondée, si je reprends le vocabulaire du sociologue allemand Ferdinand Tönnies, fondée sur une pluralité de Gemeinschaften, c'est-à-dire de communautés, à un type d'organisation de type Gesellschaft, c'est-à-dire qu'elles deviennent des sociétés, des communautés d'individus. Elles deviennent des sociétés d'individus, une association d'individus. Dans ce nouveau contexte économique et social, chaque individu, et c'est une différence avec ce qui précède, est soumis à l'exigence de se prendre en charge. Et autrement dit, ce n'est plus la communauté qui prime, c'est l'individu qui doit se prendre en charge. Il n'y a pas d'autre solution que de se prendre en charge. Et dans ce contexte-là, chacun considère que réussir sa vie, c'est se réaliser en tant qu'individu. C'est développer les potentialités qui importent pour lui. Conséquemment, cet individu autonome est jugé responsable de ce qu'il fait de sa vie. Alors nous savons bien en sciences humaines qu'une multitude de facteurs jouent dans la condition d'un individu. Mais précisément, dans les sociétés occidentales contemporaines, on tend à considérer cette responsabilité à la manière de Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire comme la capacité à se saisir des conditions qui sont les nôtres pour les dépasser. Voilà en gros le modèle général qui habite l'individu de nos sociétés. Alors cette responsabilité est devenue encore bien plus lourde dans la dernière période,
avec les phénomènes de mondialisation culturelle, de mondialisation économique, de développement de la mondialisation de l'emploi, etc., puisque les sociétés qui sont les nôtres ont été soumises à des transformations à la fois extrêmement rapides et considérables. Une des conséquences pointées par le sociologue d'origine polonaise, mais britannique, qui vient de décéder d'ailleurs il y a peu de temps, Zygmunt Bauman, c'est que les sociétés modernes ne peuvent plus fournir aux individus des cadres de référence stables, des systèmes de représentation durables, des croyances fixes. Les choses changent très vite. Il n'y a plus d'âge de la vie défini de manière rigoureuse. Il n'y a plus de rôle masculin ou féminin très cadré, etc. Donc, les individus vivent dans ce que Bauman appelle une modernité liquide, c'est-à-dire un système social dans lesquels chacun doit redéfinir constamment ses stratégies en réfléchissant en termes de coûts et de bénéfices. Alors, je vous ai mis quatre photographies de couverture d'ouvrages, les deux de Bauman qui développent cette idée-là, mais j'ai mis deux ouvrages qui rapportent des études faites en France, celui de la psychologue sociale Jacqueline Palmade, qui montrait dans une étude faite en France que l'incertitude devient la norme des personnes qui vivent donc dans l'incertitude relative à l'avenir, et puis l'ouvrage connu de Alain Ehrenberg qui s'intitule précisément « L'individu incertain ». Cette réflexion de l'individu incertain des sociétés modernes, et en particulier des sociétés modernes liquides, porte sur la vie active qu'il entend mener. En effet, comme l'a souligné Hannah Arendt dans son livre « The Human Condition », qui était traduit en français par « La condition de l'homme moderne », dans les traditions philosophiques et religieuses, la vie contemplative était considérée comme supérieure à la vie active. Dans les sociétés modernes, c'est l'inverse. Nous valorisons la vie active. Et pourquoi valorisons-nous la vie active ? Eh bien parce que depuis le début du XXe siècle, nous avons pris conscience, comme par exemple c'est le cas avec Henri Bergson, que l'activité humaine est un facteur majeur de la construction du monde et de soi. Nous vivons dans un monde qui est le fruit de la vie active des personnes qui nous ont précédés, et la vie active de chacun transforme en profondeur la subjectivité de chaque individu. Bergson, dans l'évolution créatrice, a très bien résumé ça en utilisant l'expression « homo faber ». Nous sommes un homo faber, autrement dit une espèce d'être qui transforme de manière considérable son milieu et qui, en transformant son milieu, se transforme lui-même. Par conséquent, comme l'a noté Judith Schlanger dans son très beau livre sur la vocation, Judith Schlanger enseigne la philosophie à l'Université de Jérusalem. Elle note « L'homme des sociétés modernes ne peut plus concevoir l'idéal de l'accomplissement de soi en termes de salut ou encore d'équilibre ou de repos. Pour cet homme, désormais, s'interroger sur ce qui donne sens à son existence, c'est se demander quelles activités lui permettraient de devenir celui qu'il anticipe d'être, en contribuant ainsi à la construction du monde humain dans lequel il vit. » C'est notre question à nous qui vivons au début du XXIe siècle. Donc, on peut dire que la question fondamentale d'orientation, la question générique, la question principielle, est une question, en fait, de nature existentielle. La question fondamentale de l'orientation, c'est par quelle vie active donner sens et perspective à mon existence. C'est cette question-là que chacun d'entre nous est amené à se poser. Alors, c'est une question très complexe. Évidemment, c'est une réflexion qui n'est pas simple à mener, d'autant plus qu'elle doit être conduite à plusieurs reprises dans l'existence. Et dès le début du XXe siècle, dans les pays industrialisés, se sont développés ces corps de professionnels dont j'ai parlé, par exemple avec les travaux de Christians en Belgique et l'ouverture d'un centre d'orientation, d'un centre de formation à l'Institut des hautes études de Belgique.
Donc, des corps de professionnels, des méthodes, des organisations se mettent en place, mais cependant, et c'est le point que je vais développer là dans quelques instants, les interventions qu'offrirent ces professionnels et ces organisations assimilèrent cette question existentielle, donc la question par quelle vie active donner sens et perspective à mon existence, à un problème d'insertion dans les organisations dominantes du travail et de ses échanges. Et ça a immédiatement transformé, dès la naissance, l'accompagnement à la construction des vies actives en une guidance en employabilité. Essentiellement, ce que l'on a fait au cours du XXe siècle, ça a été de la guidance en employabilité. Alors, en fait, plutôt que de se proposer à répondre à la question que j'ai évoquée à l'instant, par quelle vie active donner sens et perspective à mon existence, les interventions des professionnels de l'accompagnement à l'orientation se proposèrent d'aider les personnes à répondre à une question dérivée de cette question générique, de cette question existentielle, qui la réduisait au problème du choix d'un métier, d'une profession, d'une fonction professionnelle. Par exemple, si vous lisez le livre de Lysander Salmon Richards ou celui de Frank Parsons, la question dont traitent ces deux livres, ce n'est pas dans quelle vie active convient-il que je m'engage, c'est quel métier ou quelle profession me conviendrait bien. Et ces deux questions ne sont pas synonymes. En effet, il y a eu une réduction de la question générique d'orientation à celle de l'insertion de l'individu dans le monde du travail, qui a été rendue possible par une assimilation de la notion de vie active ou de vie de travail aux formes dominantes à un moment donné d'organisation et d'échange du travail. Mais le concept de travail, alors évidemment, la notion de vie active désigne bien la vie de travail, mais le concept de travail, dans son sens le plus général, recouvre une catégorie de phénomènes beaucoup plus larges, bien plus généraux que ceux de métiers, de professions, de fonctions ou de carrières professionnelles. Si vous avez un peu de temps, lisez le chapitre 3 de l'ouvrage d'André Gortz sur les métamorphoses du travail, qui est vraiment très clair à ce sujet. Si vous avez plus de temps, vous pouvez aussi lire un ouvrage qui vient de paraître il y a quelques mois, l'ouvrage de Patrice Flichy sur les nouvelles frontières du travail à l'ère numérique. Alors, ce que je veux vous dire ici, c'est que vie active ou vie de travail, ça a une acception beaucoup plus large que la notion de profession, de carrière, de parcours professionnel, etc. Si on se fonde sur l'importante littérature scientifique autour du travail, qui a été produite dans différentes disciplines, par exemple en histoire, en psychologie, en sociologie, en ergonomie, etc., on peut, je crois, tenter d'esquisser la définition suivante du concept de travail. Donc voilà une tentative de synthèse. Le travail est une activité que chaque être humain doit accomplir en vue de produire quelque chose, des biens ou des services. Quelque chose qui, premièrement, est nécessaire pour satisfaire immédiatement ou médiatement un ou plusieurs besoins humains, besoins étant entendus ici au sens très large de Maslow, c'est-à-dire comprenant aussi les désirs de réalisation de soi, et notamment les désirs de réalisation de soi via l'activité de travail. Donc, une activité qui produit quelque chose, mais quelque chose qui, deuxièmement, a la capacité d'être échangé avec d'autres produits de même nature, élaborés dans des conditions analogues. L'activité de travail est en effet une activité tout à fait particulière. Elle génère, en plus des biens ou des services qu'elle vise explicitement à produire, des techniques de production, des modes d'organisation du travail, des systèmes d'échange du travail, des règles, voire des règles internationales, des accords, des traités quelquefois, visant à organiser l'échange du travail et de ses produits. Et tout cela transforme profondément les subjectivités humaines et le monde. Alors, si on se tourne du côté des subjectivités de chaque individu, des subjectivités humaines, on voit que le travail joue un rôle essentiel dans la construction de soi de chaque travailleur. Je vous ai mis en bas la photographie de 4 ouvrages qui développent ces idées-là. Premièrement,
l'activité de travail produit un apprentissage de savoir et de savoir-faire. Deuxièmement, le travail met généralement en jeu un ensemble varié de relations à autrui, de la coopération, et dans des proportions variables, selon les activités de travail que l'on effectue, de la compétition, du soutien, on peut être soutenu ou soutenir quelqu'un dans sa vie, de la domination, il y a des rapports hiérarchiques dans le travail, on reçoit des ordres, on en donne, du tutorat, c'est-à-dire on peut être guidé dans le travail, on peut guider quelqu'un, etc. Par ailleurs, l'échange des produits du travail implique l'inscription de cette activité dans un certain système de commerce avec autrui. Et ça, c'est un point important. Je vais y revenir dans un instant. Ces différentes caractéristiques font que par son activité de travail, l'individu se transforme, se construit, se subjective d'une certaine manière. Quand son activité de travail ou son produit est reconnu par autrui, l'individu en vient à se percevoir comme porteur d'un certain nombre de talents, comme capable d'en développer d'autres encore, comme étant un être capable d'eux. De ce fait, l'activité de travail est l'objet d'attentes de réalisation de soi. L'individu perçoit une certaine vie active comme étant celle par laquelle il peut devenir celui-ci qu'il aspire à être. Mais l'impact du travail sur la construction de soi n'est pas toujours positif. Certaines organisations de travail, par exemple celles où l'individu se sent écrasé par sa charge de travail ou dépassé par des innovations techniques incessantes, celles où il est mis en compétition permanente avec ses collègues relativement à des objectifs à atteindre, sans cesse revus à la hausse, celles où il est contraint d'effectuer des activités contraires à son éthique, etc. Tout cela peut conduire certains travailleurs à développer un sentiment acquis d'impuissance, à se trouver dans un état dépressif, à développer un burn-out, etc. Tout ça est développé, par exemple, dans les écrits de Jour ou dans un ouvrage plus récent de Duarte Rollo qui a étudié, par exemple, l'effet psychologique sur les travailleurs qui travaillent dans des centres d'appel où ils doivent mentir aux interlocuteurs. Autrement dit, ils savent que leur travail consiste à raconter des bobards aux gens auxquels ils s'adressent. Et donc, ça a des conséquences psychologiques très importantes de faire ce genre de travail, des conséquences psychologiques néfastes. Le point sur lequel j'insistais avant de faire ce petit détour sur la construction de soi, c'est que dans le travail, la production et l'échange sont intrinsèquement liés. Or, le système monétaire d'échange du travail contre de l'argent et de l'argent contre les produits du travail existe depuis des siècles. Et pour cette raison-là, nous avons tendance à assimiler travail et travail rémunéré. Et c'est ce qu'avaient montré, par exemple, Paola Salmazo et Maria Luisa Pombeni dans un article remarquable paru en 1986 où elle reprenait la méthode de Roche sur la formation des concepts naturels. Elle montre dans cet article que lorsqu'on demande à quelqu'un de penser à travail, immédiatement, le premier attribut de travail qui vient à l'esprit, c'est ça donne un revenu. Le travail, c'est ce qui donne un revenu. Et cet attribut a une telle prégnance que nous avons beaucoup de mal à penser que le travail désigne un ensemble de phénomènes beaucoup plus larges que ce qui donne un revenu. Ce fonctionnement cognitif ne signifie pas en effet que tout échange de travail se fait nécessairement sur une base monétaire. Donc, je vous ai dit, le travail, c'est ce qui s'échange. Le produit de l'activité de travail s'échange, mais ça ne s'échange pas nécessairement sur une base monétaire. C'est ce que j'essaye de dire maintenant. Dans un certain nombre de cas, l'échange est informel. C'est le cas, par exemple, dans un couple, lorsqu'une des personnes formant le couple s'occupe, par exemple, de l'éducation des enfants, du ménage, de la lessive, des repas, etc. Ça ne prend pas la forme d'un échange monétaire. Souvent, c'est la dame qui reste à la maison et le soir, quand le mari rentre, et elle ne lui dit pas « alors j'ai fait la vaisselle, 3 €. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un échange pourtant, il y a bien un échange fondamental. C'est bien un travail, mais il n'y a pas d'échange monétaire. Donc l'échange, le travail donne lieu à un échange, mais qui n'est pas nécessairement monétaire, il peut être informel. Ça peut être lié à de la reconnaissance, simplement. Pensez par exemple à ces jardiniers du dimanche qui montrent à leurs voisins les beaux légumes qu'ils ont produits.
ou à quel point leur jardin est beau, etc. Pensez à ces artistes amateurs qui sont reconnus comme tels dans leur communauté, mais qui ne vendent pas leurs œuvres d'art. Autrement dit, l'échange peut être symbolique au niveau de la reconnaissance. Il existe aussi des systèmes d'échange de dons contre dons dans les sociétés traditionnelles, où là, c'est organisé, mais pas sous forme monétaire. Autrement dit, il y a des règles sous-jacentes implicites au système de dons et contre dons. Et maintenant, dans les sociétés contemporaines, on voit se développer de plus en plus souvent des systèmes d'échange locaux, avec parfois d'ailleurs la création de monnaies locales qui facilitent les échanges. Et il existe bien d'autres formes d'échange du travail qu'on pourrait évoquer. Donc le travail, ça se réfère à l'emploi, à l'artisanat, à l'auto-entrepreneuriat, aux systèmes locaux de commerce, aux activités domestiques, au bricolage, au jardinage, etc. La conséquence de l'ensemble de ces caractéristiques définissant l'activité de travail, c'est que la question d'orientation fondamentale, celle que j'évoquais tout à l'heure, par quelle vie active donner sens et perspective à mon existence, est beaucoup plus générale, beaucoup plus englobante qu'une simple interrogation sur les métiers, les fonctions et les parcours professionnels dans lesquels l'individu pourrait s'engager. Autrement dit, cette question générique porte sur la vie active, mais sur comment cette vie active peut se réaliser, sur les modalités concrètes d'effectuation de ces activités, dans quelle forme d'organisation de travail les effectuer, ainsi que sur les systèmes de commerce dans lesquels ces activités et leurs produits peuvent s'échanger. Ça, c'est donc pour l'aspect, si j'ose dire, subjectivation liée au travail. Et maintenant, si je me tourne sur l'aspect construction du monde lié au travail, le travail, je vous l'ai dit, contribue pour une très large part à la production du monde dans lequel chaque être humain se trouve jeté à sa naissance. Autrement dit, le monde dans lequel nous nous trouvons quand nous naissons, il est fait de formes d'organisation, de systèmes économiques d'échange du travail, de différents produits, etc., d'objets, de techniques, de modes de relations interpersonnelles, de systèmes d'éducation qu'on réforme tout le temps. J'entends qu'en Belgique, on réforme. J'aurais entendu parler de réforme partout, dans tous les pays, tout le temps, de systèmes éducatifs. Et normalement, ça doit toujours être mieux. Bien. Et donc, cet état du monde, qui est le nôtre, le monde dans lequel nous naissons, nous apparaît comme étant l'état normal du monde. Voilà, c'est le monde tel qu'il est. Cependant, ce monde normal est aussi de plus en plus souvent perçu de nos jours comme faisant courir des risques majeurs à l'humanité dans son ensemble. C'est ce qu'a très bien résumé le sociologue et philosophe allemand Ulrich Beck dans son livre « La société du risque ». Ces risques apparaissent être liés à la surexploitation des ressources naturelles par une population mondiale qui a accru considérablement au cours du XXe siècle et une population que caractérisent par ailleurs des inégalités considérables d'accès aux biens produits. Dans ce contexte, des franges de plus en plus larges de la population mondiale en sont venues à se demander s'il convenait que chacun contribue par sa vie active au développement de ce cours normal du monde, ou bien s'il ne fallait pas s'engager dans la transformation de ce monde. Et le développement de tels doutes relatifs à la pérennité des formes actuellement dominantes d'organisation et d'échange du travail a des conséquences pour les interventions d'accompagnement à l'orientation. Quel rôle les interventions d'accompagnement à l'orientation doivent-elles jouer ? Doivent-elles simplement contribuer au meilleur fonctionnement possible du cours du monde actuel en facilitant l'insertion professionnelle des personnes dans les organisations actuelles du travail et de ses échanges ? Ou bien les interventions d'accompagnement à l'orientation doivent-elles aider les personnes à contribuer par leur vie active à construire un monde meilleur, un monde plus respectueux des écosystèmes, un monde moins inégalitaire, un monde n'imposant pas beaucoup des conditions non décentes de travail. Cette question est relative aux finalités des interventions d'accompagnement en orientation. Et je veux m'arrêter un instant sur ce problème des finalités et des objectifs des interventions d'accompagnement en orientation. En effet, c'est une question un peu complexe, et elle est un peu complexe pour nous parce que c'est une question qui a donné lieu à des débats intenses, par exemple au colloque, au congrès de Grand Rapids
dans le Michigan de 1913, et pas là uniquement, s'agissant de, finalement, quelles sont les finalités économiques, politiques, éducatives des interventions d'accompagnement en orientation. Et nous avons tendance, en fait, souvent à confondre les termes d'objectif et de finalité. Il est important de les différencier parce que ça a des conséquences extrêmement importantes en termes des pratiques et des interventions qu'on développe par la suite. Alors, en essayant d'aller peut-être un peu vite là-dessus, voilà comment on peut définir les choses. L'objectif général des interventions d'accompagnement à l'orientation, c'est d'aider les personnes ou les collectifs à faire face aux problèmes d'orientation individuels ou communautaires qu'ils rencontrent dans leur univers social. Ça, c'est l'objectif général de toutes les interventions d'accompagnement à l'orientation. Dans les sociétés qui sont les nôtres, donc dans les sociétés modernes, liquides, cet objectif général consiste à aider chaque personne à trouver ses réponses aux problèmes fondamentaux qu'elle se pose relativement à la direction de sa vie active. Voilà, en gros, l'objectif général. Une intervention d'accompagnement à l'orientation désigne le sens que prend son objectif général dans un cadre d'interprétation plus vaste, tel qu'une réflexion économique, sociale, politique ou philosophique. Par exemple, se demander, comme je viens de le faire il y a 2 ou 3 diapositives en arrière, se demander si les interventions d'accompagnement à l'orientation doivent uniquement viser à favoriser la croissance économique en augmentant la productivité du travail, ou bien si différemment, elles doivent inclure des considérations relatives à la contribution de l'activité de chacun à un développement économique équitable et durable, c'est s'interroger sur leur finalité. Et le point important, c'est qu'en fonction de sa finalité, toute intervention d'accompagnement à l'orientation vise certains buts politiques, économiques et sociaux qui vont donner une certaine détermination, une certaine direction, une certaine interprétation à son objectif général. Alors, je suis bien conscient de vous dire des choses assez abstraites là, mais je vais prendre des exemples précis, historiques, qui, à mon avis, doivent éclairer les choses. Donc, l'objectif déterminé d'une intervention, autrement dit, ce que va viser de fait une intervention d'accompagnement à l'orientation en fonction de sa finalité, qui n'est pas toujours explicite et qui, de nos jours, l'est rarement, cela désigne, l'objectif déterminé, les transformations des représentations et des conduites que cette intervention vise à produire chez la personne qui en bénéficie, en fonction du sens précisément que sa finalité attribue à son objectif. Et la méthodologie d'une intervention va être conçue en vue d'atteindre cet objectif déterminé. Ça pourra être, par exemple, de développer l'employabilité d'une personne ou d'aider une personne à construire des perspectives d'avenir qui donnent sens à son existence, etc. Alors, et c'est en fonction de cette méthodologie que va être conçue une certaine intervention dans le cadre de laquelle le demandeur, le bénéficiaire, va pouvoir ou non poser certaines questions et trouver ou non certaines réponses aux problèmes qu'il pourra formuler ou non. Donc vous voyez bien, objectif général, finalité, objectif déterminé, méthodologie et ce que le demandeur ou le bénéficiaire peut faire de cela dans ce cadre-là. Alors tout ça, ça paraît peut-être un peu abstrait, mais on peut remonter un peu en arrière et lire des ouvrages précisément où on traite de cette question-là. Parce que cette question des relations entre finalité et objectif est, comme je vous le disais, tombée dans l'oubli, alors qu'elle donna lieu aussi bien aux États-Unis qu'en France. Alors je ne peux pas parler d'autres pays que la France parce que je n'ai pas d'informations sur, par exemple, ce qui s'est passé en Belgique à ce sujet-là. Mais compte tenu de ce que j'ai pu dire de Christians, je connais en fait sa position dans le débat. Mais je ne sais pas s'il y a eu un débat explicite en Belgique tel qu'il y a pu en avoir un en France ou aux États-Unis. Alors vous trouverez des informations dans le livre que Michel Hutto a consacré à Édouard Toulouse, et puis vous pourrez en trouver aussi pour les États-Unis dans le livre de Norman Geisbers qui s'appelle « Remembering the Past, Shaping the Future », où justement il développe ce point-là. En 1900,
il y avait un débat intense aux États-Unis et en France sur les finalités des interventions d'accompagnement en orientation. Et les termes du débat étaient les suivants. Est-ce que, donc il y avait des tenants des deux positions, et ce n'était pas un débat, c'était rude comme débat. Est-ce que la guidance vocationnelle a pour finalité de concourir à la croissance économique dans les cadres sociétaux, sociaux et organisationnels actuels, en se limitant à fournir aux entreprises la main-d'œuvre la mieux adaptée à leurs besoins? C'était une prise de position. Et l'autre prise de position, c'était par exemple celle de Mead. Je vous ai dit George Herbert Mead qui va au congrès de Grand Rapids de 1913. Différemment, la guidance vocationnelle a-t-elle pour finalité de concourir à un développement de sociétés plus justes et de nouvelles formes d'organisation du travail, permettant à chaque travailleur de se réaliser en tant que personne humaine? Autrement dit, de réformer le système actuel d'organisation et d'échange du travail en vue d'optimiser le développement personnel de chacun. En gros, vous voyez, vous aviez un point de vue conservateur d'un côté, et puis de l'autre, un point de vue qu'on peut qualifier de réformiste ou de progressiste. Le point que je veux développer ici, c'est que l'attribution, c'est l'exemple que je veux prendre, c'est qu'en fait, le fait d'attribuer une finalité à une intervention détermine l'objectif, donne, comme je vous l'ai dit, une direction à l'objectif, et conduit à définir une certaine méthodologie qui vise à l'atteindre. En l'occurrence, les objectifs déterminés par la finalité conservatrice consistèrent à mettre en place des interventions d'accompagnement à l'orientation visant à aider les femmes à trouver leur vocation féminine et les hommes à découvrir leur vocation masculine, d'un côté, et d'autre part, de conduire les jeunes de milieux modestes à accepter les positions sociales et professionnelles subalternes qui leur convenaient et de permettre à ceux de milieux privilégiés d'atteindre les positions dominantes auxquelles ils étaient socialement destinés. À l'inverse, les objectifs déterminés par la finalité réformiste furent de repérer les talents de chacun de façon à permettre à tous d'accéder à des positions professionnelles et sociales correspondant à leurs talents, leur permettant ainsi de contribuer au mieux au développement économique optimal d'une société plus équitable. Et des interventions de guidance vocationnelle furent mises en place, visant soit l'une, soit l'autre de ces finalités. Je vous ai parlé tout à l'heure de Fernand Mauvezin et de sa rose des métiers. Fernand Mauvezin était un fervent défenseur de la finalité conservatrice, la première tendance. Et il va développer des interventions de guidance vocationnelle qui avaient pour objectif explicite la reproduction des inégalités et des différences sociales. Par exemple, voilà, donc c'est un exemple que donne Fernand Mauvezin de ce qu'il convient de dire à un jeune homme. Donc si vous êtes conseiller, voilà, Fernand Mauvezin dit, si vous êtes conseiller d'orientation et que vous êtes confronté à un jeune homme d'origine modeste qui réussit très bien à l'école, qui est excellent à l'école, que devez-vous lui dire? Et donc voilà l'exemple, c'est un texte de Mauvezin que je vous donne là. Admettons, lui dîmes-nous, donc c'est un exemple de ce qu'il dirait, lui dîmes-nous à ce jeune homme brillant. Lui dîmes-nous que vous réussissiez, vous voilà professeur de lycée ou même professeur de faculté. Votre père et votre mère seront restés des paysans frustres de votre enfance. Vos frères et vos sœurs seront peut-être domestiques. Malgré toute la protection dont vous pourrez les entourer, ces derniers n'oublieront probablement pas que tout a été fait pour vous et rien pour eux. Vous vous marierez. Professeur agrégé, vous épouserez sans doute une jeune fille instruite et riche. Ne serez-vous pas mal à votre aise pour lui montrer le berceau de votre enfance et la présenter à votre père, à votre mère et aux autres membres de votre famille de conditions si humbles? Si vous avez un enfant, votre femme ne voudra sans doute pas qu'il joue avec ses petits paysans de cousins aux façons grossières qui abîmeraient ses beaux habits et lui feraient prendre de mauvaises manières. S'agissant de l'orientation des femmes et des filles, c'est Louise, la fille de Fernand, qui s'en occupe. Et je vous ai déjà dit qu'elle avait publié une rose des activités féminines et qu'elle avait organisé un congrès international d'orientation professionnelle féminine. Les écrits
de Louise Mauvezin ont été analysées par une chercheuse américaine qui a publié un livre extrêmement intéressant qui s'appelle Civilization Without Sexes, Reconstructing Gender in Post-War France, 1917-1927. Et l'analyse, Marie-Louise Roberts montre, parce qu'elle a analysé non seulement les écrits de Louise, mais aussi toute la rose des métiers de son père. Donc, en gros, elle a fait, c'est une analyse très sérieuse qu'elle a faite sur les différentes pondérations, etc. Donc, elle montre qu'en gros, les seules activités, c'est le terme qu'elle utilise pour les femmes, pas les métiers, les activités qui conviennent aux femmes, sont celles qui ressemblent le plus à celles de mères de famille. Lingère, couturière, modiste, brodeuse, femme de chambre. Et dans les actes du congrès, donc, puisqu'elle organise un congrès qui a un gros succès, 300 participants au congrès de Bordeaux, premier congrès d'orientation des filles et des femmes. Elle précise, donc c'est un texte d'elle que j'ai trouvé cité par Roberts, le destin de la majorité des femmes est d'être épouse et mère. Or, les devoirs de mère de famille sont quasi incompatibles avec le fait d'avoir des responsabilités professionnelles. En conséquence, une session de la conférence conclut, par exemple, que les femmes ne peuvent être médecins parce qu'une vie de famille serait impossible pour elles. De telles conclusions sont affirmées, notez-le bien, à un moment où le travail salarié des femmes se développe. Les femmes ont tenu une place considérable dans l'industrie et dans les administrations pendant la Première Guerre mondiale. Là, on est en 1925 quand ce congrès a lieu. Par exemple, Marie Curie, dont j'ai mis la photo, qui est une mère de famille, veuve d'ailleurs à l'époque, a déjà 2 enfants, et elle a déjà obtenu 2 fois le prix Nobel grâce à son activité. Mais vous voyez bien qu'on est dans une ligne idéologique très particulière, une ligne idéologique que repère bien la délégation suisse à la conférence, qui fait un compte-rendu de la conférence, et j'ai recopié ces quelques lignes du compte-rendu de la délégation suisse à la conférence, la première conférence d'orientation des femmes et des filles. L'atmosphère, écrivent ces représentants suisses, était d'une modération qui, selon nous, a touché à l'antiféminisme. Par exemple, lorsque le Congrès a voté certains vœux qui contredisent carrément les revendications des féministes sur le droit au travail des femmes mariées. Ceux-ci, par exemple, que les femmes sans enfants et davantage encore les hommes acceptent de faire l'effort nécessaire pour permettre la suppression progressive du travail salarié des mères de famille. Donc c'est un vœu, l'ensemble du Congrès vote cela. La suite est du même tonneau, que dans les divers pays, les groupements religieux, sociaux, familiaux, professionnels et tous ceux qui peuvent avoir une influence sur l'opinion publique entreprennent une campagne active de propagande par la plume et par la parole pour faire pénétrer ces idées dans l'esprit de la masse et arriver ainsi à la suppression progressive du travail salarié des mères de famille. Autrement dit, l'idéologie est claire. Les femmes qui peuvent, voilà, c'est très clair. J'ai feuilleté un peu les actes du colloque. En gros, toutes les femmes ne vont pas pouvoir se marier parce qu'il n'y a plus assez d'hommes, on est après la guerre. Donc il va y avoir des femmes qui seront célibataires. Donc celles-là peuvent avoir un boulot, si possible, mère de famille, lingère, brodeuse, etc. Et en revanche, celles qui vont se marier ne doivent pas travailler. C'est ça l'idée donc, de ces interventions d'accompagnement en orientation. Donc ça, vous voyez bien, une finalité conservatrice. Opposée à cette finalité conservatrice, il y avait le point de vue réformiste ou progressiste, et eux s'appuyaient sur les tests et la psychotechnique. Donc je pense que Christians faisait vraiment partie, ça je ne l'ai pas vérifié, mais qu'il faisait vraiment partie de ce deuxième courant, parce qu'il est ami avec tous ces gens-là, il est ami avec Claparède, il a des liens étroits avec ce qui se passe à Paris, autour de l'INETOP, etc. Donc, ils vont s'appuyer sur les tests, la psychotechnique, pour concevoir des interventions de guidance dont l'objectif déterminé est de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et de favoriser une mobilité sociale ascendante. Pour eux, l'usage systématique de tests d'aptitude scientifiquement élaborés était la condition sine qua non du développement d'une société juste, c'est-à-dire, à leurs yeux, d'une société où chacun accéderait à la position sociale et professionnelle correspondant à ses aptitudes. Alors, j'ai recopié un texte assez bref de Binet et Simon,
qu'ils indiquent après la présentation de leur échelle, la deuxième version de leur échelle métrique d'intelligence, donc en 1907 dans l'année psychologique, ils écrivent cela. Maintenant, il reste à expliquer les usages de notre échelle métrique que nous considérons comme un étalon de l'intelligence enfantine. À quoi peut servir une mesure de l'intelligence? Sans doute, on pourrait concevoir beaucoup d'applications possibles de ce procédé en rêvant d'un avenir. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qui leur vient à l'idée dans la liste de l'application de l'échelle métrique. En rêvant d'un avenir où le milieu social serait mieux organisé que le nôtre, où chacun travaillerait selon ses aptitudes reconnues, de manière à ce qu'aucune parcelle de force psychique ne fût perdue pour la société. Ce serait la société idéale. Eh bien, c'est le modèle platonicien de la cité juste, où chacun a sa place. Alors pour Platon, c'est selon ses vertus, selon Binet et Simon, c'est selon ses aptitudes. Alors, ça serait la cité idéale, elle est encore loin de nous, mais il faut rester terre à terre et se montrer positif puisqu'il s'agit d'applications pratiques. Bon, aujourd'hui, aucun débat n'est explicitement engagé sur les finalités des interventions d'accompagnement à l'orientation. Cependant, la quasi-totalité d'entre elles visent une même finalité qui font d'elles non pas des interventions d'accompagnement à la construction des vies actives, mais, comme je vais vous le dire, des méthodes de guidance en employabilité. Puisque, en fait, en l'absence d'un débat sociétal sur les finalités des interventions d'accompagnement en orientation, ce sont les institutions qui financent ces interventions, autrement dit, qui les offrent à un certain public et qui rémunèrent des professionnels pour les délivrer. Et, en fait, toutes les interventions qui sont mises en place ont une même finalité implicite de nature politique, de politique économique, qui est de favoriser une croissance économique optimale. Alors cette finalité implicite donne lieu à la définition d'objectifs déterminés qui vont varier en fonction de l'institution. Ça pourrait être de réduire le chômage, de conduire les personnes âgées à prolonger leurs activités professionnelles, de favoriser l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de jeunes, de répartir judicieusement les élèves et les étudiants dans les diverses voies de formation de l'organisation scolaire, de prévenir les échecs et le décrochage scolaire, etc. En fait, le processus qui reste implicite, mais qui permet de donner cette finalité implicite de favoriser la croissance optimale de l'économie d'aujourd'hui aux interventions d'accompagnement à l'orientation est, comme je l'ai déjà dit, celui d'une traduction. C'est-à-dire que le problème d'orientation fondamentale, par quelle vie active, donner sens et perspective à mon existence, est exprimé et traduit dans le langage de l'organisation du travail et des échanges qui domine à un moment donné et s'en fait une question d'inclusion dans le monde des fonctions professionnelles qui caractérise le monde du travail tel qu'il est à un moment donné. Et donc, on peut dire par exemple qu'au début du XXe siècle, lorsque dominait le système professionnel du travail, pour reprendre le vocabulaire de Alain Touraine et de Claude Dubar, c'était un mode d'organisation du travail qui était encore proche de l'artisanat, où les personnes devaient avoir des tours de main, un métier, ça demandait un apprentissage relativement long. Eh bien, la question a été traduite dans celle que j'ai déjà mentionnée à plusieurs reprises. Quel métier ou profession me conviendrait bien? Et tous les débuts de la guidance vocationnelle a tourné autour de cette question-là. Mais tout au long du XXe siècle, depuis le début du XIXe siècle, mais surtout au cours du XXe siècle, des développements technologiques considérables ont conduit à la conception de nouvelles formes d'organisation du travail, et en lien avec ces nouvelles formes d'organisation du travail, de nouveaux problèmes d'orientation ont surgi, mais toujours référés implicitement à ces formes d'organisation du travail existantes. Et ça, on peut donc dire d'une certaine manière que l'histoire des interventions d'accompagnement à l'orientation depuis la fin du XIXe siècle est fondamentalement l'histoire de la succession de ces différentes reformulations. Et à cela s'est ajoutée une autre catégorie de reformulation de la question générique, liée cette fois au développement de l'école, puisque le XXe siècle a aussi été marqué, surtout la deuxième partie du XXe siècle, par un développement d'une institution d'éducation et de scolarisation de la jeunesse tout à fait particulier, l'école,
qui a conduit à poser des nouvelles questions, celles de répartition des élèves dans les organisations scolaires qui devenaient de plus en plus complexes. J'ai vu que, en lisant l'ouvrage que vous avez rédigé, j'ai vu que l'organisation belge, au niveau complexité, se tient, je parle de l'organisation wallonne et bruxelloise, elle se tient là, hein, là vous êtes bien placé en complexité. Vous allez peut-être obtenir l'Oscar d'ailleurs, hein, aussi. Bon, et donc des questions de répartition dans un service, des organisations de plus en plus complexes, et puis aussi la question de la transition vers l'âge adulte. Donc cela a déterminé une évolution de la guidance en employabilité dont je ne peux pas parler aujourd'hui, mais dont je parlerai dans la prochaine séance. J'essaierai de faire le point un peu de ce qui s'est passé au XXe siècle dans cet axe guidance en employabilité. J'arrive au point suivant. Ah. Où en sommes-nous maintenant? Ça va, j'ai encore un peu. Dans les années 70, un changement s'est amorcé. On peut le trouver, on en voit les prémices dans l'ouvrage de Donald Super. Ce qui change avec l'ouvrage que publie Super, par exemple, son ouvrage Life Roles, Values and Careers, c'est que, pour lui, l'accompagnement à l'orientation vise à aider la personne à construire un concept de soi professionnel dans le cadre d'un système de concept de soi. Autrement dit, il y a quelque chose qui continue avec Super, à savoir que ce qui est bien central, c'est le parcours professionnel, c'est la carrière. Mais on ne peut plus penser la carrière professionnelle ou le parcours professionnel uniquement en se centrant là-dessus. Il faut tenir compte des autres concepts de soi de la personne, des différents rôles que la personne doit tenir dans sa vie, de l'évolution, de tout ce qui se passe. Autrement dit, il y a une sorte de retour de la question existentielle de l'orientation, hein, qui apparaît, donc, je vous dis, vers les années 70 et qui va se développer par la suite. Et ça va s'affirmer surtout dans le dernier quart du XXe siècle, étant donné les changements radicaux qui transformèrent l'économie mondiale. Alors, ces transformations, ces changements qui ont marqué l'économie mondiale dans la dernière partie du XXe siècle, ben vous les connaissez bien, c'est le développement des technologies de l'information, des transports globaux qui ont permis une mondialisation des échanges et du travail. Ça a donné lieu, par ailleurs, à l'émergence d'une nouvelle sorte de capitalisme que deux auteurs ont nommé le capitalisme financier, c'est-à-dire un capitalisme qui est à la recherche d'achat et de vente rapide d'actifs et qui ne cherche pas des investissements industriels à long terme qui sont, à leurs yeux, qui ne rapportent des dividendes que trop faibles. Et ces évolutions ont pour conséquence des transformations considérables, l'organisation du travail et de l'emploi. De nombreux emplois furent délocalisés dans des pays à bas coût de main-d'œuvre, dans des pays où le droit du travail est inexistant ou non appliqué, et partout l'emploi est devenu beaucoup plus flexible qu'il n'était auparavant. C'est-à-dire que dans un nombre de plus en plus grand d'entreprises, les personnes travaillent sous forme de mission, de projets, et ont pour objectif d'atteindre, de réaliser le projet dans lequel ils sont, chacun étant cependant jugé individuellement responsable de l'atteinte du but de la mission par le collectif. Ça a encore été amplifié dans la période la plus récente par la robotisation, l'informatisation de la production. Et une des caractéristiques de cette robotisation, donc vous voyez par exemple ici une usine de fabrication d'automobiles où vous pouvez voir que sur cette chaîne, il n'y a aucun travailleur. Peu de personnes, en fait, ça a produit et continue de produire de nombreuses destructions d'emplois. Là, la plupart des données vont dans ce sens-là, parce qu'en fait, peu de personnes sont requises pour développer des programmes et des robots qui remplacent un nombre beaucoup plus important de travailleurs. Alors, je vous passe les études qui ont montré cela. Un point peut-être qu'il faut quand même souligner, c'est que souvent on pense oui, c'est les caissières qui vont être touchées. Hein. On voit bien dans les hypermarchés,
On remplace les caissières par des caisses automatiques. Pas uniquement. Les études montrent que, par exemple, dans un domaine comme la médecine, eh bien, un grand nombre d'emplois, notamment en radiologie et des choses comme ça, sont tout à fait menacés, puisque maintenant on a des robots qui interprètent mieux, semble-t-il, les scanners et les choses, les radios, que des médecins. Donc, c'est ce que montrent, par exemple, Lucas Karabar-Bounis et Brent Neyman. Et donc, dans ce contexte économique et social, les travailleurs sont désormais dans des situations de concurrence très défavorables les uns avec les autres, et le nombre d'emplois explose que l'Organisation internationale qualifie d'emplois non décents. Donc, je vous rappelle aussi, on reviendra par la suite un peu là-dessus, que l'Organisation internationale du travail a proposé une définition du travail décent dans les années 2000, qui est une sorte de synthèse, mais je reviendrai beaucoup plus en détail là-dessus par la suite, de ce qu'est un emploi correct, on va dire. Et voilà comment l'OIT, l'Organisation internationale du travail, définit l'emploi décent. Ce concept résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l'accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale pour les familles, de meilleures perspectives de développement personnel et d'insertion sociale, la liberté pour les individus d'exprimer leurs revendications, de s'organiser, de participer aux décisions qui affectent leur vie et l'égalité des chances et de traitement des hommes et pour tous, hommes et femmes. C'est le résumé finalement de ce que l'OIT pense de ce qui devrait être la base d'un droit universel du travail, si un tel droit existait. Mais il est en projet depuis 1919. Donc, voilà en gros où nous en sommes. Donc, nous sommes loin de la généralisation du travail décent. On s'en éloigne, même si on en juge par rapport au livre d'Ulrich Beck dont je parlais tout à l'heure, par l'augmentation des burn-out de travailleurs, les suicides, les autres formes de violence au travail. Il semble qu'en Europe, on se suicide plutôt. Aux États-Unis, il semble qu'on tue plutôt son collègue de travail. Il y aurait des différences culturelles à étudier, là, d'ailleurs. Hein. Non, mais c'est intéressant de voir de quel côté se tourne la violence, vers soi ou vers la personne avec laquelle on travaille. Bon, mais ça, c'est peut-être un peu secondaire. Alors, de plus en plus de personnes des pays développés en ont pris conscience, et c'est ce qu'ont pu observer les praticiens, les chercheurs de l'accompagnement à l'orientation. Un nombre croissant de demandeurs d'accompagnement à l'orientation ne se satisfont plus des interventions qui leur sont proposées, c'est-à-dire d'interventions qui visent uniquement à développer leur employabilité dans les formes actuelles d'organisation et d'échange du travail. Donc la grande question récurrente de nombreux demandeurs est: par quelle vie active donner sens à mon existence? Et cette question, ils en viennent de plus en plus souvent à la formuler. Alors on peut observer ça dans différentes études, aussi bien par exemple dans des études qui portent sur les attentes des jeunes relatives à leur avenir. Par exemple, j'ai cité ici une thèse en co-tutelle où on comparait un peu ce que pourraient répondre les jeunes argentins par rapport à certains jeunes européens. On voit que le cœur de l'interrogation des jeunes argentins, par exemple, est relatif à la vie active dans laquelle ils pourraient se réaliser et construire leur identité. Par ailleurs, on se rend compte que lorsqu'on offre certaines interventions de guidance en employabilité, comme les bilans de compétences en France, on se rend compte qu'en fait, dans le cadre d'une telle intervention, certains demandeurs en viennent à formuler des demandes qui ne sont pas prévues par l'intervention. Et ils vont le formuler avec une telle insistance que l'intervention va être une sorte de compromis entre l'impératif de la guidance en employabilité et la demande de la personne qui suit ce bilan. C'est ce qu'a pu observer Audrey Roquefort dans une thèse très intéressante qu'elle a soutenue en 2012 à Toulouse, où elle a observé ce qui se passait lors de bilans de compétences destinés à des personnes en situation précaire. Donc, je pense que vous savez en gros ce qu'est un bilan de compétences. En fait, c'est donc une activité d'accompagnement à l'orientation qui vise à aider la personne à faire le bilan des savoirs, des savoir-faire,
des intérêts, des motivations qu'elle a pu développer tout au long de son existence, en vue de l'aider à formuler un projet professionnel ou un projet de formation. Mais lors de ces bilans, bon nombre de personnes, donc c'est ce que montre Roquefort, formulent de manière récurrente des questions telles que « Mais est-ce que c'est fondamentalement la définition d'un projet d'insertion professionnelle basé sur mes compétences qui importe pour moi? Est-ce à cela que se résume ma vie? Qu'est-ce qui pourrait me donner le sentiment de m'accomplir dans l'existence ?» Et ce que montre Roquefort, c'est qu'au cours de tels bilans, il va se passer une sorte de compromis entre les impératifs que doit suivre le conseiller en bilan, parce qu'il a des normes à suivre, il y a une règle, et puis les attentes de la personne. Et donc, on va faire quelque chose d'un peu bancal, pouvant aller jusque des pratiques du type « Bon, écoutez, puisqu'il faut faire la liste de vos projets, de vos compétences, on fera ça dans la dernière demi-heure, mais on va parler de ce qui nous intéresse là, de ce qui vous intéresse à ce moment-là. » Bon, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont pris conscience de ce phénomène, et un des personnages, à nouveau un Belge, a joué un rôle considérable dans ce travail-là. C'est le professeur Raoul van Esbroek de la Vrije Université Bruxelles. Prenant conscience donc de ces évolutions, de cette insatisfaction vis-à-vis de la guidance en employabilité, il a constitué en 2006 à la VUB, donc en lien avec Marc Savickas, un groupe de travail qui s'est réuni au moins une fois par an à Bruxelles et dans d'autres villes européennes jusqu'en 2014. Ce groupe comprenait des chercheurs et des praticiens, essentiellement des chercheurs et des enseignants en psychologie de Belgique, des États-Unis, de France, d'Italie, des Pays-Bas et du Portugal. Vous avez la photographie des participants à ce groupe, et de Suisse, j'oubliais nos deux amis suisses. Et il a publié un article qui constituait une sorte de prise de position quant aux interventions d'accompagnement à l'orientation qu'il convenait de développer. Et cet article, c'est donc « Life Designing, a Paradigm for Career Construction in the 21st Century » qui est paru dans le JVB, et une version française dans l'orientation scolaire et professionnelle l'année suivante. Ce texte affirme que l'objectif déterminé de l'accompagnement à l'orientation ne peut se réduire à une facilitation de l'insertion dans le monde actuel de l'emploi et des fonctions professionnelles. Cet objectif est d'aider les individus incertains des sociétés liquides et ceux originaires d'autres sociétés et collectifs sociaux rendus subjectivement semblables par les conséquences personnelles et collectives des mondialisations en cours, donc d'aider tous ces individus à construire des perspectives d'avenir et à formuler des normes de vie leur permettant de donner sens et direction à leur existence. Autrement dit, on revient à la question originale, principielle de l'orientation. Alors, évidemment, ces interventions de conseil en life designing n'excluent pas qu'une personne puisse répondre à la question de la vie active, donnant sens à son existence en termes de métier, de fonction professionnelle, de projet de carrière, dans une entreprise ou une organisation actuelle. Mais elle ne le présuppose pas, à la différence de la plupart des autres interventions. On ne le présuppose pas. Elles ne tiennent pas pour définitivement acquises les formes d'organisation et d'échange du travail qui dominent le monde d'aujourd'hui. Elles considèrent que d'autres systèmes de travail et d'échange sont possibles et que certaines personnes pourront sans doute construire dans ceux-ci une vie active qui donne sens à leur existence. En un mot, les interventions de conseil en life designing ne guident pas la réflexion des demandeurs en fonction des normes actuelles de l'employabilité, bien qu'elles n'ignorent pas ces normes et qu'elles puissent aider un demandeur à les prendre en compte dans sa réflexion. Elles visent à aider la personne à formuler ses propres normes, normes par lesquelles cette dernière donne sens à son existence. Différentes méthodes, deux méthodes en particulier ont été développées dans ce cadre-là. L'entretien de construction de carrière et puis les dialogues de conseil en life design. On vous en a déjà un tout petit peu parlé. Je reviendrai là-dessus lors de mes prochains exposés et je vous montrerai ce qu'il y a de commun, ce qu'il y a de différence ce qu'il y a comme différence entre les deux méthodes. Voilà où nous en sommes. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il nous faut faire maintenant. Dans quelle direction convient-il que nous nous orientions? Donc, les interventions de conseil en life design, ça représente l'état présent du domaine de l'accompagnement à l'orientation, avec les interventions de guidance en employabilité.
Les interventions de conseillers en life design semblent bien répondre aux demandes que peuvent formuler les personnes qui s'adressent aujourd'hui à un conseiller. On a publié en 2016 un numéro spécial du Journal of Vocational Behavior consacré à cette question, qui montre que finalement, oui, les personnes qui bénéficient de ce genre d'intervention formulent bien certaines perspectives d'avenir, certaines questions et trouvent leurs réponses. Mais ces interventions sont-elles suffisantes pour préparer les individus et les groupes à faire face aux graves crises mondiales actuelles? Je ne vais pas vous lister toutes les crises mondiales actuelles, mais je peux quand même donner 3 titres qui résument certaines des crises particulières. Certaines qui résument les crises particulièrement marquantes actuellement. Première crise, elle combine les problèmes démographiques et de justice sociale. Quelques chiffres. En 1850, 1 milliard d'êtres humains. Vers 2050, environ 10 milliards d'êtres humains. Autrement dit, vous voyez, il a fallu, si j'ose dire, depuis les débuts de l'humanité jusqu'à 1850 pour arriver au premier milliard d'êtres humains. En 200 ans, le chiffre est multiplié par 10. Si vous regardez les courbes, c'est absolument incroyable. Cette croissance démographique se conjugue avec une augmentation considérable des inégalités de richesse. Alors, j'ai repris un seul chiffre, il y a des publications incroyables dans ce domaine-là, mais par exemple, le rapport Oxfam de l'an dernier, ce n'est pas celui qui est paru il y a 3 jours ou 4 jours, c'est celui de 2017, mais celui qui a 3 jours ou 4 jours, c'est pire encore, si j'ose dire. Depuis 2015, notre Oxfam, plus de la moitié de la richesse mondiale est détenue par les 1% les plus riches. Et cette différence entre une petite fraction des biens produits, du fait que les biens produits soient accaparés par un petit nombre de personnes et la masse de personnes qui n'en bénéficient pas, croît d'année en année. La deuxième crise est écologique, c'est celle dont on parle le plus, le réchauffement climatique, les pollutions diverses, les disparitions d'espèces. C'est une conséquence de la précédente, puisque ce poids démographique, ces inégalités extrêmes, la surconsommation d'énergie ont pour résultat que l'espèce humaine consomme chaque année beaucoup plus de ressources naturelles et produit plus de déchets que le globe ne peut en régénérer en une année. Et la troisième crise mondiale, je l'ai brièvement évoquée précédemment, c'est celle du travail et de l'emploi décent que l'on connaît aussi pas mal. Je reviendrai sur ces crises-là dans la dernière séance, celle du 1er mars. Ces crises sont tellement importantes que lors de son assemblée générale du 25 septembre 2015, l'ONU a adopté à l'unanimité, lors de l'Assemblée générale, un plan d'action intitulé « Transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030 ». C'est un plan très détaillé. Si vous avez un peu de temps, je vous conseille de le télécharger. Il est disponible dans les différentes langues de l'ONU. Il est disponible en français notamment. Et ce plan très détaillé, donc, qui définit des axes, des priorités, des actions, c'est une centaine de pages, le plan, il souligne la nécessité de placer le souci d'autrui, de la justice sociale, du travail décent et de la pérennité du monde au cœur de la réflexion et de l'action de toutes sortes d'acteurs majeurs, de décideurs et de chaque citoyen dans le monde. Donc, aider les personnes dans une telle réflexion, autrement dit, aider les personnes à réfléchir dans les perspectives de transformer notre monde telles que l'ONU les a votées lors de son Assemblée générale, suppose de développer des interventions d'accompagnement adaptées. Ces interventions devraient donc aider les demandeurs à construire des perspectives d'avenir donnant sens à leur vie en partant d'une interrogation dont la formule générale pourrait être la suivante: comment orienter ma vie active de manière telle qu'en 2050, environ 10 milliards d'êtres humains puissent vivre une vie véritablement humaine dans un monde dont les ressources sont limitées. Par conséquent, pour nous, contribuer à la réalisation du programme de l'ONU, le gouvernement belge a voté le programme de l'ONU, le gouvernement français aussi. Moi, j'observe qu'en général, après avoir voté ça, ils rentrent à la maison et ils oublient. Mais bon, ça, c'est autre chose. Contribuer pour nous à la réalisation du programme de l'ONU de transformer notre monde,
implique de transformer les actuelles interventions d'accompagnement à l'orientation. Et donc, la chaire UNESCO que j'ai eu la chance de pouvoir créer, Orientation et conseil tout au long de la vie de l'Université de Wrocław en Pologne, a commencé à explorer 2 pistes allant dans la direction d'une telle transformation. Autrement dit, transformer nos interventions d'accompagnement en orientation pour contribuer à la réalisation du programme de l'ONU. On a décrit ça dans un ouvrage qui est déjà paru, Counseling and Dialogues for Sustainable Human Development, et un autre va sortir dans quelques semaines chez Springer, Interventions in Career Design and Education, Transformation for Sustainable Development and Decent Work. La première piste qui a été explorée par la chaire UNESCO, c'est de transformer l'éducation à l'orientation en une éducation à la construction de vie active décente, contribuant à un développement équitable et durable. Les objectifs, alors je présente ça de manière très succincte, j'y reviendrai le 1er mars là-dessus, serait d'aider les jeunes à réfléchir à leurs futures activités de travail, non pas en se centrant sur la question de l'investissement de leurs talents et de leurs aspirations dans le monde du travail rémunéré d'aujourd'hui, mais en partant d'une réflexion préalable sur le rôle de l'activité humaine de travail dans les constructions de notre monde commun et de soi, autrement dit, d'un monde commun à construire, à transformer, non pas à partir du monde tel qu'il est, mais partir du monde à transformer, en partant des pistes de l'ONU, puisque l'ONU a défini des pistes très précises. Et par ailleurs, de sensibiliser chaque jeune à la nécessité de revendiquer l'élaboration et la mise en œuvre d'un droit universel au travail humain et décent, permettant à chacun de mener de telles vies actives. Car, comme le notait le traité de Versailles de 1919, la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts d'autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays. Ça, c'est dans le traité de Versailles. C'est dans les paragraphes qui créent l'Organisation internationale du travail. Eh bien, quand, en 2016, Barack Obama a fait son discours d'adieu à l'ONU, il a dit une phrase à peu près identique à celle-là. Donc, vous voyez, un siècle plus tard, on est toujours au point de départ en ce qui concerne le droit international du travail. Ce qui veut dire qu'on peut toujours trouver quelque part quelqu'un qui va travailler dans des conditions épouvantables pour remplacer un travailleur qui travaille selon les règles du travail en vigueur dans son pays. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est de concevoir des interventions accompagnant les personnes dans la construction de vie active, minimisant leur empreinte écologique. Ce qui veut dire qu'il faut développer des systèmes viables et durables de production et d'échange du produit du travail, par exemple des systèmes d'échange locaux. Les objectifs de ces interventions seraient d'aider les personnes et les collectifs à réfléchir à leur possible contribution à de tels projets et aux enjeux de tels engagements, d'accompagner ceux qui s'y engagent dans l'organisation concrète de ces nouveaux systèmes de production et d'échange, de sensibiliser chacun à la nécessité de revendiquer l'élaboration et la mise en œuvre de règles du commerce international favorisant les systèmes de production et d'échange durables. Ce n'est pas du tout le sens des grands traités de commerce internationaux qui sont signés aujourd'hui. Autrement dit, les grands traités de commerce internationaux qui sont signés aujourd'hui sont parfaitement opposés aux objectifs de transformer notre rôle, de notre monde défini par l'ONU. Ça, c'est un point très, très, très important. Là, on est en train de faire, paraît-il, un traité avec l'Amérique du Sud. Je ne suis pas certain qu'il se fonde sur l'idée de favoriser les systèmes de production et d'échange durables. Bon, bref, ça, c'est les 2 pistes qui ne sont que l'esquisse d'une réflexion qui doit être approfondie. La méthodologie de ces interventions devrait être précisée, il faudrait tenter de les mettre en œuvre, etc. D'autres pistes devront être explorées. Une chose est certaine, on doit faire quelque chose. On ne peut pas rester dans l'état où on est si on veut contribuer à atteindre les objectifs définis par l'ONU. On doit transformer nos interventions d'accompagnement à l'orientation. Ça ne sera pas facile. Et ça ne sera pas facile pour une raison précise qu'a formuler une collègue que je considère être une des grandes dames, une des très grandes dames dans le domaine de l'orientation, de la réflexion en orientation. Aujourd'hui, il s'agit de la professeure Alicia Kargulova, qui, dans ses différentes publications récentes,
a produit la notion de homo-consultans de la pop culture. Nous sommes, chacun de nous, est un homo-consultans de la pop culture. Par là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle fait référence au mode de fonctionnement des sociétés liquides, c'est-à-dire de nos sociétés, qui assurent la cohésion sociale par un flot incessant de conseils de tout type, via une multiplicité de médias. Ça va, par exemple, des objets publicitaires judicieusement placés dans des films, de conseils de professionnels sur les problèmes les plus variés. Ça peut être à la télévision, ça peut être à la radio, ça peut être dans des stages, etc. Brossage de dents, régime alimentaire, vie sexuelle, éducation des enfants, décoration de la maison, des groupes de parole, des débats relatifs à ces mêmes questions, des compétitions télévisées en cuisine, en décoration, etc. Des spots publicitaires commerciaux relatifs à une multiplicité de produits ou de conduites à suivre. La caractéristique commune, note Alicia Kargulova, de ces conseils qui transforment le citoyen en un homo-consultans de la pop culture, c'est qu'ils visent à l'aider à conduire sa vie au mieux dans le monde tel qu'il est. Dans le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que les interrogations relatives aux transformations à apporter à ce monde pour le rendre durable et humain, elles existent, mais marginalement. Et par rapport à la masse des conseils, présupposant le maintien des formes actuellement dominantes de production et d'échange. Donc la grande difficulté pour nous est de concevoir et de mettre en place des interventions d'accompagnement à la conception et à la construction de vie active concourant à un développement équitable et durable et au travail décent et humain qui s'adresse à cet homo-consultans de la pop culture, c'est-à-dire à une personne dont l'esprit est formaté d'une manière telle qu'il tend à ignorer ces questions dans ses prises de décision quotidiennes. Finalement, on se dit, oui, c'est vrai, il faut faire quelque chose. Mais en sortant, je vais aller acheter le nouvel iPhone, quoi. La mission de la nouvelle génération de praticiens et de chercheurs dans le domaine de l'accompagnement à l'orientation est donc de trouver les moyens de surmonter cette difficulté pour proposer aux personnes qui s'interrogent sur la direction qu'elles veulent donner à leur vie active des interventions qui les conduisent à prendre en compte dans leur réflexion les questions du développement durable, de la justice sociale et d'un travail décent pour tous. Je reviendrai le 1er mars beaucoup plus longuement sur ces questions. Mon rêve, parce que j'ai un rêve avec cette chère Francky, mon rêve serait que nous progressions dans notre réflexion en apportant des réponses plus élaborées que celles qui viennent d'être esquissées aux questions auxquelles nous devons faire face. Quelles interventions d'accompagnement à l'orientation devons-nous élaborer pour contribuer à la réalisation des programmes des organisations internationales relatives à la préservation de notre écosystème, à un développement équitable et durable par des vies actives fondées sur des activités décentes de travail? Quelles interventions d'accompagnement devons-nous développer? Quelles pistes devons-nous explorer, en plus de celles que j'ai déjà mentionnées et qui sont à peine esquissées par la chaire de Wrocław? Quelle méthodologie pouvons-nous concevoir pour atteindre cet objectif? Donc, en résumé, quel pourrait être le contenu d'un ouvrage dont nous serions les auteurs, nous, participants à la chaire Francky, qui s'intitulerait « Catalogue d'interventions d'accompagnement à l'orientation de vies actives décentes, contribuant à la préservation de notre écosystème et à un développement équitable et durable ». Est-ce que vous voulez bien réfléchir à ces questions d'ici le 1er mars? Et puis peut-être formuler quelques propositions. Vous pourriez venir exposer ici brièvement en disant ben voilà, j'ai pensé à ça, voilà ce qu'on pourrait faire. Voilà, c'est mon rêve. Merci pour avoir écouté cette première conférence. Alors, professeur Jean Guichard, merci beaucoup pour la séance qui fut vraiment très intéressante, je trouve, et qui nous a bien montré l'historicité de l'orientation et surtout d'où on venait et finalement où on va peut-être, surtout avec cette invitation finale à nous, passifs aujourd'hui, devenir actifs pour notre futur. Donc c'est une belle orientation, je pense. Alors je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc si quelqu'un a une question, ou plusieurs personnes,
je viendrai près d'elle pour lui donner le micro pour qu'on l'entende bien. C'est toujours la première la plus difficile. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre exposé Merci. qui me réjouit vraiment dans sa thématique. Je suis enseignant dans le secondaire et je m'occupe de l'orientation des élèves qui sont en réto. Et cette question, elle me taraude vraiment depuis quelques années. La question de vers où on doit orienter nos jeunes et est-ce qu'il faut vraiment avoir un discours clair par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et par rapport à cette question-là, je me demandais, est-ce que le rôle de l'orientation aujourd'hui ne serait pas de développer chez les jeunes des capacités de résilience? Ça veut dire de préparer les jeunes à traverser une époque qui sera marquée peut-être par des chocs et peut-être par des effondrements d'une partie de notre société. Et en ayant lu plusieurs ouvrages qui parlent de cette possibilité, voire même d'une certitude qu'il y aura un effondrement dans les années à venir, dans les 20 ans à venir, est-ce qu'on ne doit pas avoir un discours qui est très clair par rapport à ça, et ne pas se voiler la face, et préparer les jeunes à traverser une époque vraiment compliquée, et à développer chez eux, à les renforcer intérieurement dans le travail d'orientation qu'on peut faire avec eux. Renforcer leur boussole intérieure pour traverser une époque où on ne sait pas ce qui va arriver, entre guillemets. Écoutez, merci de votre intervention. Il me semble que vous avez raison. Effectivement, il faut développer cette capacité de résilience, puisque effectivement nous sommes dans un monde incertain. Il est vraisemblable qu'il y aura des transformations très importantes dans les organisations du travail et peut-être des transformations aussi plus radicales encore compte tenu de l'état du monde, si j'ose dire, actuel. On voit très bien, par exemple, la montée de conflits un peu partout, la montée d'identités conflictuelles, enfin, etc., des situations, disons, sociales, géopolitiques, extrêmment difficiles. Donc je pense qu'effectivement c'est une piste à suivre, mais je pense qu'il faut aussi aller au-delà, pas seulement leur proposer les aider à être résilients, mais aussi les proposer à être créatifs, c'est-à-dire à inventer quelque chose d'autre, leur permettre par exemple de s'organiser peut-être collectivement dans un certain contexte pour produire, échanger des choses, etc. Donc oui, les préparer à la résilience, mais être un peu plus optimiste que ça, c'est-à-dire essayer de les aider à imaginer quelque chose et à organiser quelque chose qui puisse aller au-delà de la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais si vous avez des propositions à faire pour le 1er mars, elles seront les bienvenues. Je me demandais, est-ce que éventuellement les solutions ne sont pas aussi dans la réforme des études, de la scolarisation, et pas en se basant que dans le secondaire, mais en commençant déjà dans le fondamental et dans le maternel, à développer les esprits des jeunes, mais différemment dans la recherche? Mais je pense qu'effectivement, essayer d'aider les individus, les jeunes en particulier, à penser le monde dans lequel ils devront vivre quand ils seront adultes ou même adultes âgés, si j'ose dire, implique des changements, pas uniquement dans le domaine de l'accompagnement à l'orientation. Ça doit toucher aussi différents contenus d'enseignement. Il est certain que, par exemple, ça peut toucher l'enseignement des sciences économiques, ça peut toucher l'introduction de nouvelles questions. Par exemple, la question du travail, je ne pense pas qu'on étudie le travail à l'école, et réfléchir un peu à l'importance du travail, ce que ça joue, etc. Ça peut être des contenus extrêmement intéressants à mettre en place. Oui, bien sûr, mais ça implique de transformer de manière très, très importante l'école. Mais vous savez, on doit toujours faire des transformations radicales à l'école. Un jour, quand j'étais plus jeune, on disait « Oh là là, il faudra leur apprendre le langage de l'informatique, de la programmation, de tout ça. » Enfin bref, je serais curieux de savoir où on en est dans ces choses qui étaient annoncées comme imminentes. Vous savez, il y a
me semble-t-il, les systèmes éducatifs ont une grande inertie. Hein. Donc, pour des tas de raisons d'ailleurs, parce que vous avez, ne serait-ce que parce que vous avez des enseignants qui possèdent bien une discipline, un savoir, etc., qui ont un certain âge, bon, enfin voilà, donc c'est pas évident. Il y a une inertie des systèmes d'enseignement. Mais là, je pense que les crises qui s'annoncent sont si importantes et si graves aussi, qu'il faut faire quelque chose et que l'enseignement des jeunes, c'est aussi quelque chose qui doit être changé si on veut que les contenus d'enseignement, les méthodes d'enseignement, si on veut que les choses changent. Mais regardez le rapport de l'ONU, enfin pas le rapport, le programme de l'ONU. Vous verrez, il y a des pistes en matière d'enseignement dans le plan de l'ONU pour un développement durable. Le problème, c'est que toutes ces organisations internationales votent des recommandations, votent des textes, définissent des pistes, parfois très bien, mais ça n'a aucune valeur contraignante. Voilà, c'est tout. Donc il y a une assemblée générale de l'ONU. Il y a eu, à Paris, on nous a rebattu les oreilles avec la COP 21, je crois que ça s'appelait. Formidable. Mais il n'y a rien de contraignant là-dedans. Vous faites ce que vous voulez après. Après, vous allez signer le traité de libre-échange avec de machin, même si c'est contraire. Bon. Bonjour. Je vous remercie pour ce que vous nous avez présenté, pour cette leçon. J'ai beaucoup apprécié. Je l'ai bu comme du petit lait. Et ce n'est pas une formule de rhétorique, c'était vraiment très intéressant. Alors, j'ai une question, parce qu'en fait, on parle d'une transformation, ce qui signifie qu'elle n'est pas actuelle. On y pense, on y réfléchit, on l'attend avec impatience, parce qu'on sait que ça partira de toute façon de la base, puisque comme vous l'avez bien mis en évidence, effectivement, nos pays ont signé des conventions qui, pour l'heure actuelle, ne sont pas du tout encore embryonnaires, même pas. Mais est-ce que jusqu'au moment où on verra cette transformation, et comme l'a dit monsieur, et comme vous l'avez bien souligné, on attend des jeunes qu'ils soient innovants, qu'ils réfléchissent à la manière de vivre ce futur, est-ce que pour l'instant, différentes personnes, différents acteurs du terrain, c'est-à-dire à la fois les enseignants peut-être, mais ceux qui font du life coaching, et surtout ceux qui sont demandeurs de ce changement, ne vont-ils pas être sous le joug d'une injonction contradictoire? C'est-à-dire que l'État demande à ces gens d'avoir des résultats. On parle du chômage, on parle des CPS où il faut effectivement, et vous l'avez bien mis en évidence, où on leur demande d'avoir des chiffres, les conseillers activistes et consorts. Et à la fois, l'individu veut un mieux-être, il veut un mieux vivre, mais on lui demande de trouver un travail qui, lui, n'est pas en accord avec ses valeurs et les valeurs dont vous avez justement parlé. Donc, c'est la transition qui va, à mon avis, être très, très difficile pour à la fois les acteurs de terrain et pour ceux qui vivent cette difficulté. Alors, est-ce que ça a été pris en compte dans les différentes discussions par rapport au life design ou c'est entre deux? Comment faire pour relâcher cette pression? Ce que je veux dire, c'est que je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire, à savoir qu'effectivement, les personnes qui donnent du conseil, en général, sont tenues à faire ce que j'appelle de la guidance en employabilité. C'est pour ça que les personnes sont payées, etc. Et c'est dans les marges que des choses peuvent se développer. Pour le moment, ça ne se développe que dans des marges. Par exemple, en France, vous pouvez obtenir, si vous êtes un adulte avec certaines conditions, un bilan de compétences. Vous ne pouvez pas obtenir des dialogues de conseil en live design, sauf si par hasard, vous tombez sur une conseillère en bilan qui connaît très bien la méthode et qui va vous proposer ça et qui va le faire clandestinement. Voilà. C'est comme ça que les choses se passent. Et donc, voilà. Mais effectivement, en gros, toutes les institutions d'accompagnement en orientation qui existent actuellement ont pour finalité la croissance économique du système actuel. C'est pas expliqué, c'est pas dit noir sur blanc, mais c'est la méthodologie implique cela. Et donc, il se passe néanmoins des choses, parce que dans ces institutions, vous avez
des personnels de conseil, des conseillers d'orientation, des conseillers professionnels, etc., qui ont une certaine idéologie, qui ont réfléchi un peu à ce type de questions, qui vont rencontrer des demandeurs qui ont aussi des demandes qui n'entrent pas bien dans la case de ce qu'on leur propose. Et donc, c'est dans ces marges que des choses se créent. Mais c'est dans la marge, c'est pas au cœur de... Voilà. C'est-à-dire que lorsque, en 2015, le gouvernement français, à l'époque c'était François Hollande, lorsqu'il a signé le texte de l'ONU, disant nous nous engageons, etc., il n'est pas rentré en France en disant bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour que les choses changent. Il aurait pu dire, par exemple, on va développer des institutions d'accompagnement à l'orientation en vue d'aider les personnes à aller dans cette direction-là. Non. Et partout, c'est la même chose. C'est comme si le personnel politique, ça m'a frappé, était parfaitement schizophrène. Une des personnes qui a écrit les choses les plus intéressantes, me semble-t-il, dans le domaine de transformer notre monde, etc., c'est M. Cameron, David Cameron, l'ancien Premier ministre britannique, conservateur de tout crin, à domicile. Au niveau de la réflexion théorique, très progressiste, plein d'idées, mais c'est le royaume des idées. Et le royaume de l'application, c'est non, les traités de commerce internationaux, etc. Et ça, c'est un véritable problème, je crois.